Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle émission de Voyage au bout de la nuit. Nous allons poursuivre ensemble la lecture du Parfum de la Dame en Noir. Donc c'est un roman écrit par Gaston Leroux, qui est un romancier français né en 1868 et décédé en 1927. Il a été tout d'abord avocat, chroniqueur judiciaire, puis enfin grand reporter. Sans doute pour cela qu'il crée le personnage de Rouletabille, un jeune reporter, qui paraît pour la première fois dans son roman Le mystère de la chambre jaune. Mais retrouvons-le sans plus attendre dans notre roman Le Parfum de la Dame en Noir. Je vous souhaite un agréable moment. Chapitre 2, où il est question de l'humeur changeante de Joseph Rouletabille. En revenant seul de la gare, je ne pus m'étonner de la singulière tristesse qui m'avait envahi sans que j'en pusse démêler précisément la cause. Depuis le procès de Versailles, aux péripéties duquel j'avais été si intimement mêlée, j'avais lié tout à fait amitié avec le professeur Stangerson, sa fille et M. Darzac. J'aurais dû être particulièrement heureux d'un événement qui semblait satisfaire tout le monde. Je pensais que l'extraordinaire absence du jeune reporter devait être pour quelque chose dans cette sorte de protestation. Rouletabille avait été traité par les Stangerson et M. Darzac comme un sauveur. Et, surtout, depuis que Mathilde était sortie de la maison de santé, où le désarroi de son esprit avait nécessité pendant plusieurs mois des soins assidus, depuis que la fille de l'illustre professeur avait pu se rendre compte du rôle extraordinaire joué par cet enfant, dans un drame où, sans lui, elle eût inévitablement sombré avec tous ceux qu'elle aimait, depuis qu'elle avait lu avec toute sa raison, enfin recouvré, le compte-rendu scénographié, des débats où Rouletabille apparaissait comme un petit héros miraculeux. Il n'était point d'attention quasi maternelle dont elle n'eût entouré mon amie. Elle s'était intéressée à tout ce qui le touchait. Elle avait excité ses confidences, elle avait voulu en savoir sur Rouletabille plus que je n'en savais et peut-être plus qu'il n'en savait lui-même. J'ai perdu ma ligne. Elle avait montré une curiosité discrète mais continue relativement à une origine que nous ignorions tous et sur laquelle le jeune homme avait continué de se taire avec une sorte de farouche orgueil. Très sensible à la tendre amitié que lui témoignait la pauvre femme, Rouletabille n'en conservait pas moins une extrême réserve et affectait dans ses rapports avec elle une politesse émue qui m'étonnait toujours de la part d'un garçon que j'avais connu si primesautier et exubérant, si entier dans ses sympathies ou dans ses aversions. Plus d'une fois, je lui en avais fait la remarque et il m'avait toujours répondu d'une façon évasive en faisant un grand étalage, cependant, de ses sentiments dévoués pour une personne qu'il estimait, disait-il, plus que tout au monde, et pour laquelle il lui était prêt à tout sacrifier si le sort ou la fortune lui avait donné l'occasion de sacrifier quelque chose pour quelqu'un. Il y avait aussi des moments d'une incompréhensible humeur. Par exemple, après s'être fait, devant moi, une fête d'aller passer une grande journée de repos chez les Stangerson qui avaient loué pour la belle saison, car il ne voulait plus habiter le Glandier, une jolie petite propriété sur les bords de la mare, à Chenevière, et après avoir montré, à la perspective d'un si heureux congé, une joie infantine, il lui arrivait de se refuser tout à coup, sans aucune raison apparente, à m'accompagner. Et je devais partir seule, le faisant dans la petite chambre qu'il avait conservée au coin du boulevard Saint-Michel et de la rue Monsieur-le-Prince. Je lui en voulais de toute la peine qu'il causait ainsi à cette bonne mademoiselle Stangerson. Un dimanche, celle-ci, outrée de l'attitude de mon amie, résolut d'aller la surprendre avec moi dans sa retraite du quartier latin.
Quand nous arrivâmes chez lui, Rouletabille, qui avait répondu à un énergique « Entrez », au coup que j'avais frappé à la porte, Rouletabille, qui travaillait dans sa petite table, se leva en nous apercevant et devint si pâle que nous crûmes qu'il allait défaillir. « Mon Dieu !» s'écria Mathilde Stangerson. Mais plus prompte qu'elle encore, avant qu'elle ne fût arrivée à la table où il s'appuyait, il avait jeté sur les papiers qui s'y trouvaient éparpillés une serviette de maroquin qui les dissimula entièrement. Mathilde avait vu naturellement le geste. Elle s'arrêta toute surprise. « Nous vous dérangeons ?» fit-elle, sur un ton d'un doux reproche. « Non, » répondit-il. « J'ai fini de travailler. Je vous montrerai ça plus tard. C'est un chef-d'œuvre, une pièce en 5 actes, dont je n'arrive pas à trouver le dénouement. » Et il sourit. Bientôt, il redevint tout à fait maître de lui et nous dit, sans drôlerie, en nous remerciant d'être venus le troubler dans sa solitude. Il voulut absolument nous inviter à dîner et nous allâmes tous les 3 manger dans un restaurant du quartier latin, chez Fayot. Quelle bonne soirée! Rouletabille avait téléphoné à Robert Darzac, n'était point trop souffrant et l'étonnant Brignol n'avait pas encore fait son apparition dans la capitale. On s'amusa comme des enfants. Ce soir était si beau et si doux dans le Luxembourg solitaire. Avant de quitter mademoiselle Stangerson, Rouletabille lui demanda pardon de l'humeur bizarre qu'il montrait quelquefois et s'accusa d'avoir au fond un très méchant caractère. Mathilde l'embrassa et Robert Darzac aussi l'embrassa. Et il en fut si ému que durant le temps que je le reconduisis à la porte, il ne me dit point un mot. Mais au moment de nous séparer, il me serra la main comme jamais encore il ne l'avait fait. Drôle de petit bonhomme. Ah, si j'avais su! Comme je me reproche maintenant de l'avoir, par instant à cette époque jugé avec un peu trop d'impatience. Ainsi, triste, assailli de pressentiments que j'essayais en vain de chasser, je revenais de la gare de Lyon en me remémorant les innombrables fantaisies, bizarreries et quelques douloureux caprices de Rouletabille au cours de ces dernières années. Mais rien, cependant rien du tout, rien de tout cela ne pouvait me faire prévoir ce qui venait de se passer et encore moins l'expliquer. Où était Rouletabille ? Je m'en fus à son hôtel boulevard du Saint-Michel, me disant ainsi « Là encore, je ne le trouvais pas. Je pourrais au moins laisser la lettre de mademoiselle Darzac, de madame Darzac, quelle ne fut pas ma stupéfaction en entrant dans l'hôtel, d'y trouver mon domestique portant ma valise. Je le priai de m'expliquer ce que cela signifiait. Et il me répondit qu'il n'en savait rien, qu'il fallait le demander à monsieur Rouletabille. Celui-ci, en effet, pendant que je cherchais partout, excepté naturellement chez moi, s'était rendu à mon domicile, rue de Rivoli, s'était fait conduire dans ma chambre par mon domestique, lui avait fait apporter une valise et avait soigneusement rempli cette valise de tout le linge nécessaire à un honnête homme qui se dispose à partir en voyage pour 4 ou 5 jours. Puis, il avait ordonné à mon godiche de transporter ce petit bagage 1 heure plus tard à son hôtel du Boulmiche. Je ne fis qu'un bond jusqu'à la chambre de mon ami, où je le trouvais en train d'empiler méticuleusement dans un sac de nuit des objets de toilette, du linge de jour et une chemise de nuit. Tant que cette besogne ne fut point terminée, je ne pus rien tirer de Rouletabille, car, dans les petites choses de la vie courante, il était volontiers maniaque et, en dépit de la modestie de ses ressources, tenait à vivre fort correctement, ayant l'honneur de tout ce qui touchait de près ou de loin à la bohème. Il daigna enfin m'annoncer que nous allions prendre nos vacances de Pâques, et que, puisque j'étais libre et que son journal, L'Époque, lui accordait un congé de 3 jours, nous ne pouvions me faire que d'aller nous reposer au bord de la mer. Je ne lui répondis même pas, tant j'étais furieux de la façon dont il venait de se conduire,
et aussitôt je trouvais stupide cette proposition d'aller contempler l'océan ou la Manche, par un de ces temps abominables de printemps qui, tous les ans, pendant 2 ou 3 semaines, nous font regretter l'hiver. Mais il ne s'émut pas, outre mesure, de mon silence, en prenant ma valise d'une main, son sac de l'autre, me poussant dans l'escalier, il me fit bientôt monter dans un fiacre qui nous attendait devant la porte de l'hôtel. Une demi-heure plus tard, nous nous trouvions tous les deux dans le compartiment de la première classe de la gare du Nord, de la ligne du Nord, qui roulait vers le Tréport par Amiens. Comme nous entrons en gare de Creil, il me dit « Pourquoi ne me donnez-vous pas la lettre qu'on vous a remise pour moi ?» Je le regardais. Il avait deviné que Madame Darzac aurait une grande peine de l'avoir point vu au moment de son départ et qu'elle lui écrirait. « Ça n'était pas bien malin, je lui répondis, parce que vous ne le méritez pas. » Et je lui fis d'amers reproches auxquels il se prit point garde. Il n'essaya même pas de se disculper, ce qui me mit encore plus en colère. Enfin, je lui donnai la lettre. Il la prit, la regarda, en inspira le doux parfum. Comme je le considérais avec curiosité, il fronça les sourcils, dissimulant sous cette mine rébarbative une émotion souveraine. Mais il ne put finalement me le cacher qu'en s'appuyant le front à la vitre et en s'abordant dans une étude approfondie du paysage. « Eh bien, lui demandai-je, vous ne la lisez pas ?»« Non, répondit-il, pas ici, mais là-bas. » Nous arrivâmes au Tréport en pleine nuit noire, après 6 heures d'un interminable voyage et par un temps de chien. Le vent de mer nous glaçait et balayait le quai désert. Nous ne rencontrâmes qu'un douanier enfermé dans sa capote et dans son capuchon qui faisait les 100 pas sur le pont du canal. Pas une voiture, naturellement. Quelques papillons de gaz, tremblotant dans leur cage de verre, reflétaient leur éclat falot dans de larges flaques de pluie où nous pataugions à l'envi, cependant que nous courbions le front sous la rafale. On entendait au loin le bruit que faisaient, en claquant sur les dalles sonores, les petits sabots de bois d'une tréportaise attardée. Si nous tombâmes point dans le grand trou noir de l'avant-port, c'est que nous fûmes avertis du danger par la fraîcheur salée qui montait de l'abîme et par la rumeur de la marée. Je maugrais derrière Rouletabille, qui nous dirigeait assez difficilement dans cette obscurité humide. Cependant, il devait connaître l'endroit, car nous arriviâmes tous, tout de même, qu'à un cas odieusement giflé par l'embrun, à la porte de l'unique hôtel qui reste ouvert pendant la mauvaise saison sur la plage. Rouletabille demanda tout de suite à souper, et du feu, car nous avions grand faim et grand froid. « Ah ça, lui dis-je, daignerez-vous me faire savoir ce que nous sommes venus chercher dans ce pays, en dehors des rhumatismes qui nous guettent et de la pleurésie qui nous menace ?» Car Rouletabille, dans le moment, toussait et ne parvenait point à se réchauffer. « Oh, fit-il, je vais vous le dire, nous sommes venus chercher le parfum de la dame en noir. » Cette phrase me donna si bien à réfléchir que j'endormis guère de la nuit. Dehors, le vent, la mer hurlait toujours, poussant sur la grève sa vaste plainte. Puis s'engouffrant tout à coup dans les petites rues de la ville, comme dans un des corridors, je crus entendre remuer dans la chambre à côté, qui était celle de mon ami. Je me levai et poussai sa porte. Malgré le froid, malgré le vent, il avait ouvert sa fenêtre et je le vis distinctement qui envoyait des baisers à l'ombre. Il l'embrassait la nuit. Je fermai la porte et revins me coucher discrètement. Le lendemain matin, je fus éveillée par un Rouletabille épouvanté. Sa figure marquait une angoisse extrême et il me tendait un télégramme qui lui venait de Bourg.
Il me tendait un télégramme qui lui venait de Bourg et qui lui avait été, sur l'ordre qu'il en avait donné, réexpédié de Paris. Voici la dépêche. Venez immédiatement sans perdre une minute. Avons renoncé à notre voyage en Orient et allons rejoindre M. Stangerson à Menton, chez les Rances, au Rocher Rouge. Que cette dépêche reste secrète entre nous. Il ne faut effrayer personne. Vous prétexterez auprès de nous congé, tout ce que vous voudrez, mais venez. Télégraphiez-moi poste restant à Menton. Vite, 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 je vous attends. Votre désespéré, Darzac. Chapitre 3. Le parfum. Eh bien, m'écriai-je en sautant de mon lit, ça ne m'étonne pas. Vous n'avez jamais cru à sa mort me demanda Rouletabille, avec une émotion telle que je ne pouvais pas l'expliquer, malgré l'horreur qui se dégageait de la situation, en admettant que nous dussions prendre à la lettre les termes du télégramme de M. Darzac. Pas trop, fis-je. Il avait tant besoin de passer pour mort qu'il a pu faire ce sacrifice de quelques papiers lors de la catastrophe de la Dordogne. Mais qu'avez-vous, mon ami ? Vous paraissez d'une faiblesse extrême. Êtes-vous malade ? Rouletabille s'était laissé choir sur une chaise. C'était d'une voix presque tremblante qu'il me confia à son tour qu'il n'avait cru réellement à sa mort qu'une fois la cérémonie du mariage terminée. Il ne pouvait entrer dans l'esprit du jeune homme que Larzan eût laissé s'accomplir l'acte qui donnait Mathilde Stangerson à M. Darzac s'il avait été encore vivant. Larzan n'avait qu'à se montrer pour empêcher le mariage. Et, si dangereuse qu'eût été pour lui cette manifestation, il n'eut point à hésiter de se livrer, connaissant les sentiments religieux de la fille du professeur Stangerson, et sachant bien qu'elle n'eût jamais consenti à lier à son sort un autre homme du vivant de son premier mari, trouva elle-même délivrée de celui-ci par la loi humaine. En vain, il fut invoqué auprès d'elle la nullité de ce premier mariage au regard des lois françaises. Il n'en restait pas moins qu'un prêtre avait fait d'elle la femme d'un misérable pour toujours. Et Rouletabille, essuyant la sueur qui coulait de son front, ajouta : « Hélas, rappelez-vous, mon ami, aux yeux de Larzan, le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. » Je mis ma main sur la main de Rouletabille. Il avait de la fièvre, je voulus le calmer, mais il ne m'entendait pas. Et voilà qu'il aurait attendu après le mariage, quelques heures après le mariage pour apparaître, s'écria-t-il. Car pour moi, comme pour vous, Saint-Clair, n'est-ce pas, la dépêche de M. Darzac ne signifie rien, ni elle ne voulait pas dire que l'autre est revenu. Évidemment, mais M. Darzac a pu tromper. Oh, M. Darzac n'est pas un enfant qui a peur. Cependant, il faut espérer. Il faut espérer, n'est-ce pas, Saint-Clair, qu'il s'est trompé. Non, non, ça n'est pas possible, ce serait trop affreux. Trop affreux, mon ami, oh Saint-Clair, ce serait terrible. Je n'avais jamais vu, même au moment des pires événements du Glandier, Rouletabille aussi agité. Il s'était levé maintenant, il marchait dans la chambre, déplaçait sans raison des objets, puis me regardait en répétant « Trop terrible, trop terrible ». Je lui fis remarquer qu'il n'était point raisonnable de se mettre dans un état pareil. À la suite d'une dépêche qui ne prouvait rien et pouvait être le résultat de quelques hallucinations. Et puis, j'ai ajouté que ce n'était pas dans le moment que nous allions sans doute avoir besoin de tout notre sang-froid, qu'il fallait nous laisser aller à de semblables épouvantes inexcusables chez un garçon de sa trempe. Inexcusable, vraiment, Saint-Clair ? Mais enfin, mon cher, vous me faites peur, que se passe-t-il ? Vous allez le savoir. La situation était horrible, pourquoi n'est-il pas mort ? Et qu'est-ce qui vous dit après tout qu'il ne l'est pas ? C'est que, voyez-vous, Saint-Clair, taisez-vous, Saint-Clair.
C'est ce que vous voyez? Chut, taisez-vous. C'est ce que vous voyez s'il est vivant? Moi, j'aimerais autant être mort. Fou, fou, fou. C'est surtout qu'il est vivant qu'il faut que vous soyez vivant pour la défendre, elle. Oh, c'est vrai. Ce que vous venez de dire là, Sinclair, c'est exactement vrai. Merci, mon ami. Vous avez dit le seul mot qui puisse me faire vivre. Elle, croyez cela. Je ne pensais qu'à moi, je ne pensais qu'à moi. Et si Rouletabille ricana, et en vérité j'eus peur, à mon tour de le voir ricaner ainsi, et je le priai, en le serrant dans mes bras, de bien vouloir me dire pourquoi il était si effrayé, pourquoi il parlait de sa mort à lui, pourquoi il ricanait ainsi. Comme à mon ami, comme à ton meilleur ami, Rouletabille, parle, soulage-toi, dis-moi ton secret, dis-le-moi. Puisqu'il t'étouffe, je t'ouvre mon cœur. Rouletabille a posé sa main sur mon épaule, il m'a regardé jusqu'au fond des yeux, jusqu'au fond de mon cœur, et il me dit « Vous allez tout savoir, Sinclair, vous allez en savoir autant que moi, et vous allez être aussi effrayé que moi, mon ami, parce que vous êtes bon et que je sais que vous m'aimez. » Là-dessus, comme je croyais qu'il allait m'attendrir, comme je croyais qu'il allait s'attendrir, il se borna à demander l'indicateur de chemin de fer. « Nous partons dans 1 heure, me dit-il. Il n'y a pas de train direct entre la ville d'Eu et de Paris l'hiver. Nous n'arriverons à Paris qu'à 7 heures. Mais nous aurons grandement le temps de faire nos malles et de prendre à la gare de Lyon le train de 9 heures pour Marseille et pour Menton. Il ne me demandait même pas mon avis, il m'emmenait à Menton comme il m'avait emmené au Tréport. Il savait bien que dans les conjonctures présentes, je n'avais rien à lui refuser. Du reste, je le voyais dans un état si anormal que, n'eût-il point voulu de moi, je ne l'aurais pas quitté. Et puis, nous entrions en pleine vacation et à mes affaires du palais, me laisser toute liberté. Nous allons donc à la ville d'Eu, demandai-je. Oui, nous prendrons le train là-bas. Il faut 1 demi-heure à peine pour aller en voiture au Tréport et àEu. Nous serons restés peu de temps dans ce pays, fis-je. Assez, je l'espère, assez pour que je suis venue y chercher, hélas. Je pensais au parfum de la dame en noir et je me tus. Ne m'avait-il point dit que j'allais tout savoir? Il m'emmena sur la jetée. Le vent était encore violent et nous dûmes nous abriter derrière le phare. Il resta un instant songeur et ferma les yeux devant la mer. C'est ici, finit-il par dire, que je l'ai vu pour la dernière fois. Il regarda sur le banc de pierre. Nous nous sommes assis là. Elle m'a serré sur son cœur. J'étais un tout petit enfant. J'avais 9 ans. Elle m'a dit de rester là, sur ce banc. Et puis, elle s'en est allée et je ne l'ai plus jamais revue. C'était le soir, un doux soir d'été, le soir de la distribution des prix. Oh, elle n'avait pas assisté à la distribution, mais je savais qu'elle viendrait le soir. Un soir plein d'étoiles et si clair que j'ai espéré un instant distinguer son visage. Cependant, elle s'est couverte de son voile en poussant un soupir, et puis elle est partie. Je ne l'ai plus jamais revue. Et vous, mon ami? Moi? Oui, qu'avez-vous fait? Vous êtes resté longtemps sur ce banc? J'aurais bien voulu, mais le cocher est venu me chercher et je suis rentrée. Où? Eh bien, au collège. Il y a donc un collège au Tréport? Non pas, mais il y en a un àEu. Je suis rentrée au collège d'Eu. Il me fit signe de le suivre. Nous y allons, dit-il. Comment voulez-vous que je sache ici? Il y a eu trop de tempêtes. Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Mais retrouvez la suite de cette histoire dans la prochaine émission. Je souhaite une très bonne nuit à ceux qui se couchent et une très bonne journée à ceux qui la commencent. À très vite.